Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir assez rapidement dans un édito, je vais essayer de ne pas faire trop long en quelques points sur le départ de Juninho. Je vais être un peu dur comme à mon habitude, mais bon, en ce moment les bonnes nouvelles du côté de l'Olympique Lyonnais sont assez rares, en dehors de l'émergence peut-être de gens comme Paqueta. Et encore maintenant, est-ce que ça va durer? Sachant que le papa brésilien va partir, malheureusement, pour lui, pour le joueur, et peut-être pour nous. Je vais l'intituler chronique d'un échec annoncé. Malheureusement, ça me fait pas plaisir. Pour ceux qui pensent que ça me fait plaisir, ça ne me fait pas plaisir. Moi, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, pas depuis ma naissance, mais depuis que j'ai l'âge d'entendement, on va dire 5 ans. Parce qu'avant, c'est un peu compliqué de saisir comme le football. Et moi, je suis un éternel fan de l'OL, un inconditionnel, et la direction que prend ce club depuis 2008, alors depuis la fin des championnats, est tout sauf anecdotique. Et tout sauf hasardeuse. Alors bien sûr qu'il y a une part de hasard dans le sportif, hein, on est d'accord, hein, comme dans la vie d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que Jean-Michel Aulas s'est beaucoup investi, a beaucoup développé le club, mais à partir de 2008, il est rentré sur un projet assez pharaonique qui s'appelle le stade, et c'est magnifique d'avoir pu faire un stade. Même si, entre parenthèses, il y a de l'argent public dedans, hein, ceux qui reprochent quand même que, quand on critique Aulas, mais il y a aussi beaucoup d'argent public qui a été mis dedans et beaucoup de décisions publiques qui ont été mises dedans. En l'occurrence, l'intérêt général, porté en amendement par le sénateur Collomb en 2015 pour faire entrer le stade des Lumières dans le projet Euro 2016, donc lui donner un intérêt public, et ce qui lui a permis de rentrer sur des sources de financement et d'accélérer la construction. Ça, faut quand même pas se leurrer non plus. Je crois que c'est en 2015 ou 2014, vous vérifierez. Mais, à un moment donné, Jean-Michel Aulas est un développeur. Il a développé une partie sportive extraordinaire, partie managériale, partie construction. Il a énormément développé, mais c'est vrai que depuis quelques années, il a tendance à déléguer. Et c'est vrai qu'avant, Jean-Michel Aulas déléguait assez peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la période Lacombe-Fatcholi. Il restait assez proche de ses entraîneurs, des compositions d'équipe. Il descendait dans les vestiaires. Il mettait un peu de pression à l'arbitre. On pouvait le trouver tout à fait insupportable quand on n'était pas supporter du club, mais il faisait, à un moment donné, preuve de conviction jusqu'au bout. Et il occupait un terrain qui était monumental pour lui et très chronophage. À un moment donné, l'âge du capitaine a sa raison. Il a 72 ans désormais et il a voulu prendre de la hauteur, développer le club sous un nouvel axe avec ce que vous savez, hein, OL Règne, le stade, OL Valais. Enfin, il y a un développement considérable et tout à son honneur. Bon, même si à la fin, faut pas oublier que c'est un chef d'entreprise et qu'il est là pour faire du pognon. Voilà. Mais l'équipe 1 s'est retrouvée entre les mains de gens pas forcément adaptés ou pas forcément très compétents ou pas les hommes de la situation. Et aujourd'hui, on en arrive là. À ce que, à 2 jours d'un classico, OL-OM, un Olympico, excusez-moi du terme, un nouveau terme hein, comme le classico dans les années 90 et Canal Tapi, autour de cet Olympico, on a Juninho, le directeur sportif, donc en gros le numéro 1 du sportif dans le club, hein, quand même, attention, qui dit moi je vais partir en fin de saison, c'est annoncé. Alors moi je sais pas où il l'avait annoncé, j'ai repris quand même un peu cette nuit les propos de sa conférence de presse de mai 2019 avec Silvino. Il n'a jamais annoncé qu'il était là 3 ans. Alors il l'a peut-être annoncé Jean-Michel Aulas en interne, mais en tout cas en externe il ne l'a jamais annoncé. Ça c'est un premier point. Et de toute façon, il faut quand même être honnête, l'ami de Juninho, c'était pas un poste fait pour lui. Ce n'était clairement pas un poste fait pour lui. Alors c'est vrai que tout le monde l'a réclamé, moi le premier avec des amis, je dis ouais pourquoi faut Juninho, faut couper, faut tout ce qui revienne au club. Bon, quand on a l'échec Puel en 2012, c'est ce qu'on se dit au bout de 4 ans. On se dit tous, il faut qu'on revienne aux bonnes vieilles recettes de grand-mère et les recettes de grand-mère qui marchent, qui font plaisir au palais. Le problème c'est qu'entre le fantasme et la réalité, il y a un monde. On peut avoir été un grand joueur, ça c'est incontestable, mais on peut également souffrir d'une formation initiale et d'un manque d'expérience à un poste de manager. Et ça c'est également une vérité. Et la marche entre la théorie du Juninho fantasmé en tant que joueur et la réalité du manager sportif, elle était gigantesque. Malgré lui, de manière inhérente. Donc Jean-Michel Aulas a cédé à une certaine démagogie, ce qu'on appelle la démagogie, c'est vouloir faire plaisir au peuple lyonnais, en ramenant Juninho. Donc c'est vrai que ça fait 3 fois qu'il lui demandait, c'est la 3e fois, c'était la bonne. Bon. On allait chercher un nom, mais on n'a pas cherché les compétences. Au final,
Jean-Michel Aulas, depuis quelques années, il a tendance à vouloir recruter des gens du milieu du foot, des amis, des copains, des connaissances de Gérard Rouillet avec Bruno Chéroux, des Juninho, parce qu'il le connaît bien, il a travaillé avec lui en tant que joueur. Mais c'est pas parce que vous venez du milieu, et d'ailleurs c'est très très souvent, c'est même propre au monde des entreprises, du privé, quand vous prenez des gens que vous connaissez, vous avez tendance à être un peu aveugle et à faire ce qu'on appelle des biais cognitifs en recrutement. C'est-à-dire à laisser parler votre subjectivité et vos émotions. Et c'est ce qui arrive avec Jean-Michel Aulas, quand il recrute Juninho. C'est-à-dire que pour n'importe quel autre poste, alors je ne sais pas comment il fonctionne à la Cégide, mais on exige des tests de personnalité, des évaluations, quand même un processus de recrutement un peu encadré sur la personne, ses compétences, ses aptitudes, ses mises en situation, sa gestion du stress, sa gestion relationnelle, son empathie, bon, tout un tas de compétences qui sont demandées généralement dans le monde de l'entreprise. Hein, bon. Sur des postes de manager, c'est pas scandaleux de demander ça. A priori, lui, il est passé outre. Et on est allé chercher un nom. Son manque d'expérience, c'est vrai qu'également, c'est compliqué quand même d'être manager sportif d'un club de 300 millions d'euros de budget, qui est régulièrement dans le top 20 européen, et de n'avoir aucune expérience sportive, ne serait-ce qu'en Ligue 2 française ou brésilienne. À minima, on commence toujours par une plus petite étape avant de prendre un poste de management, soit par acquis d'expérience, parce que, par exemple, vous passez de commercial à directeur commercial au bout de quelques années, tout en testant vos aptitudes managériales quand même, ou alors pour avoir exercé le poste dans une plus petite structure, puis ensuite dans une plus grosse. Voilà, ça c'est les deux issues qui fonctionnent tout le monde. Mais quand vous êtes dans un phénomène clanique ou de népotisme, c'est-à-dire en gros l'entre-soi, comme disait Thomas, bah vous avez tendance à passer à griller les étapes de sélection, et à se dire, voilà, le poste de directeur sportif qui était occupé auparavant par Florian Maurice, bah tiens, on va le filer à quelqu'un d'autre de la maison, donc comme d'habitude. On va le filer à quelqu'un d'autre, sans se poser de questions. Donc c'était la chronique d'un échec annoncé, parce que même si il a toute la bonne volonté du monde, Juninho, il n'a pas les aptitudes managériales, par l'expérience ou par la formation, qui étaient là. C'est triste à dire, mais c'est une pure réalité. Le milieu du foot a en plus tendance beaucoup à recourir à ses anciens joueurs, qui souvent, et là vous allez dire ce que vous voulez, t'es une pute, t'es machin, vous allez me dire ce que vous voulez, ils ont un déficit de formation initiale, ces gens. Faire des boulots de bureau quand on a été un excellent sportif, ça ne garantit rien. J'ai assisté à une conférence d'Edgar Gros-Piron, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est l'ancien champion olympique Albertville, 92, de ski de boss, et 3 fois champion du monde. Et il avait fait une conférence dans le monde de l'entreprise, bon je me dis pas quelconque, peu importe, et en gros, le conférencier l'a invité sur un nom, donc en gros c'est un événement, ouais, Gros-Piron, on va parler pendant une demi-heure de son parcours de sportif, machin, il va vous expliquer comment ça marche une boîte patati patata. Ouais, alors je peux vous dire, on est ressorti de la réunion, on s'est dit, mais attends le mec, ok on a compris que c'était un sportif de grand niveau, par contre les idées qu'il avance pour les boîtes, et les préconisations, c'est complètement aux antipodes de ce qui se passe, et toutes les 2 secondes, il faisait un raccord avec une anecdote, comme Peter Boss l'autre jour dans son interview, que j'ai critiqué. Il ramenait des anecdotes quand il était en équipe de France de ski, patati, mais attendez. Ça n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise. C'était complètement déconnecté. Les sportifs de haut niveau, ils sont demandés. De partout, c'est comme quand on demande à un politicien d'intervenir, comme Sarkozy pour le Qatar, ou Fillon pour ses conseils d'affaires. Mais attendez, à un moment donné, politicien, c'est pas homme d'affaires. Et ancien sportif de haut niveau, c'est pas homme d'affaires, ni entrepreneur. Même s'ils ont eu des qualités, ces gens, il leur manque quand même la pratique du métier. Et c'est pas parce que vous avez été un grand sportif que vous êtes forcément un bon conseiller d'entreprise comme Edgar Gros-Piron ou que vous êtes forcément un bon manager sportif comme Juninho. Pourquoi ? Parce que la partie managériale, ça s'apprend par l'expérience et par les aptitudes naturelles, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences comportementales en entreprise. Il faut les avoir. Pour les avoir, il faut les détecter. Juninho, il est extrêmement émotif. Il se laisse très facilement envahir par ses émotions. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être un bon entraîneur car il a une bonne lecture du terrain, je le pense. Mais un poste de manager bureau, où vous supervisez au sein de votre département à la fois l'académie, parce que c'est son rôle, quand vous êtes directeur sportif, de travailler quand même avec la direction de l'académie, de l'école de foot pour détecter les talents, comment les faire progresser, discuter avec vos collègues. Vous discutez également sur la partie performance, avec Da Fonseca, pour voir les performances sportives, les performances santé, les améliorations physiques éventuelles ou mentales des joueurs. Vous discutez également avec votre entraîneur et vous êtes un intermédiaire entre votre direction, c'est-à-dire Ponceau, le directeur du football, et Aulas, au-dessus, l'actionnaire principal et le président du club.
Et en dessous, avec vos départements respectifs, donc académie, performance, équipe 1. Donc c'est un vrai rôle de manager, c'est un vrai rôle de coordination, d'échange. C'est un rôle de stratégie. La stratégie, ça s'apprend quand même, il y a des endroits précis. Je pense qu'à un moment donné, il faut que le foot s'ouvre aussi au monde de l'entreprise. Des postes de direction, ça peut se trouver dans des entreprises privées. On n'est pas obligé d'aller chercher des anciens sportifs de haut niveau. Parce que ça se voit, les lacunes, malheureusement, les lacunes d'analyse et de stratégie se voient. Malheureusement pour nous, on a perdu. Alors, il a ramené Paqueta et Guimarães. Oui, non mais il peut être un bon recruteur. Mais on lui demande pas d'être qu'un recruteur, c'est un des pôles de son poste de direction sportive. Comme je vous dis, il y a le recrutement, l'académie, l'équipe 1, la performance, et un rôle d'interaction entre ces départements et au-dessus. C'est un poste complexe, c'est un poste qui n'est pas fait pour tout le monde, et c'est un poste qui doit prendre du temps pour détecter la bonne personnalité et la personne qui peut l'occuper de manière pérenne. C'est compliqué. Donc c'est pas en allant chercher un nom ou un copain que ça va forcément fonctionner du tac au tac. Ça peut être un ancien sportif de haut niveau, du monde du foot ou d'ailleurs. Prenez par exemple Gani Yalouz, qui a été un ancien lutteur. Il a dirigé une autre fédération française. Vous pouvez vous retrouver avec Philippe Bernatsal, qui a été un rugbyman de haut niveau, mais qui a été également entrepreneur, qui a dirigé une autre fédération française, de handball en l'occurrence. Vous pouvez vous retrouver avec des gens divers et variés. Je crois que Gani Yalouz, si je dis pas de bêtises, c'était une partie athlée. Hein, voilà. Mais parce que peut-être qu'on a détecté chez lui des compétences comportementales ou des compétences d'aptitude au management qu'ils avaient, et c'est pas forcément entreprise contre sportif. Voilà. Ensuite, le deuxième point, donc au-delà du manque d'expérience et de formation initiale, et donc de détection de ses compétences, je pense que c'était aujourd'hui, au-delà de la personnalité de Juninho, une évaluation aurait été nécessaire pour détecter s'il avait ce côté non émotif, de résistance au stress, de compréhension des problématiques globales. C'est très compliqué. Là, il y a une trentaine de compétences comportementales et de compétences techniques qu'il aurait fallu évaluer. S'il se sent à demander systématiquement, je vais demander à l'entraîneur principal, et il a eu des soucis avec Garcia et aujourd'hui avec Boss, il y a un problème de poste. Évidemment que c'est un entraîneur, par sa personnalité si sans proche du terrain, comme ça a été dit. Donc ça aurait dû être évalué aussi. C'était mission impossible, c'est un autre point. Pourquoi ? Il était sur un CDI. Aujourd'hui, il annonce 6 mois à l'avance qu'il va partir. Bon, c'est quand même un problème le timing également, ça a été cité, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Normalement, quand on annonce un départ d'un poste de manager, il y a 2 cas de figure. Soit on va partir à la retraite, et dans ce cas-là, on est sur un management de transition, on va éventuellement former la personne d'après, pour que ça se passe de manière la meilleure possible en termes de savoir-faire et de savoir technique de l'entreprise ou de l'organisation. C'est généralement ce qui se passe. Mais on n'annonce pas un départ quand on a un poste de manager, sachant que derrière, les équipes qui sont sous votre ordre vont être démobilisées. Il y a 99% de chance. Les joueurs brésiliens qui font partie d'un clan, qui ne parlent pas forcément très bien français, ils savent déjà que que la personne qui les a fait venir va partir. Quel est leur projet au sein du club ? Quel est le projet de l'académie, de la performance avec Dafonseca ? Comment ça va se passer ? Le recrutement, comment ça va se passer désormais ? En plus, Juninho, il a fait le ménage au recrutement, donc maintenant, on se retrouve sans personne. Ensuite, un autre point, et ça c'est peut-être le plus important, et c'est peut-être la meilleure nouvelle finalement que nous laisse Juninho. La bonne nouvelle, c'est que Juninho, il a quand même du cran, ce garçon. Alors on va dire c'est irréfléchi, patati patata. Je pense que c'est peut-être un côté irréfléchi, mais en tout cas, il faut quand même du cran pour l'annoncer publiquement. Alors, peut-être qu'il ne l'a pas annoncé en interne, et ça, je ne sais pas, on verra. Il faut quand même du cran, parce qu'à un moment donné, ça fait quand même 13 ans qu'on colmate les trous du bateau. Au début, en écopello, à coups de seau, machin et tout. Maintenant, il y a des trous de partout. À un moment donné, les farces d'Olas, pourquoi il a délégué autant à des gens pas compétents, et pourquoi il est parti sur d'autres projets que le sportif, ça, malheureusement, on ne le saura jamais, les gars. En tout cas, hier, il n'a pas communiqué sur Twitter. Je peux vous rassurer, d'habitude, lui qui est si prompt à communiquer, là, son dernier tweet, c'était sur les fils d'OL Reign avec coach de l'année, la coach d'OL Reign à Seattle. Là, il a communiqué en anglais, c'est super, il a retweeté. Bon. Mais là, il n'a pas communiqué sur Juninho. C'est la première fois qu'Olas s'est mis devant ses responsabilités par le courage, peut-être le courage de Juninho. C'est son meilleur joueur du club, finalement, qui va enfin casser le tabou.
C'est-à-dire que Garcia a fait le job, Genesio a fait le job. Ils ont tous essayé, alors on va tous critiquer, on n'en est pas là à critiquer. Ils ont tenu l'institution sportive à bout de bras, malgré le manque de moyens, malgré le manque de motivation des joueurs. Tous les coachs se sont plantés. Et là, il y en a un, enfin un manager sportif, qui dit « Stop ». En fait, c'est clairement un échec. Il part pas parce qu'il est fatigué. Il part parce qu'il voit qu'il ne tient pas la mission. Je l'ai dit, par son manque de compétences, ça, il va pas le dire. Mais parce qu'aussi, il y a un manque de moyens aussi en face. Il y a un manque de moyens. Quand Rudy Garcia, en dernier, communiquait avec Jean-Michel Aulas par téléphone tous les soirs, il y a un vrai problème de sauter les rangs hiérarchiques comme ça. C'est-à-dire qu'il refusait de travailler avec son N+1. Il allait voir le N+2 ou le N+3. Donc Ponceau ou Aulas. Maintenant, là, il met Aulas pour la première fois depuis 1987 devant ses propres responsabilités. Alors là, on dit « Ouais, Aulas va partir, patati ». Moi, ça fait 1 an que je dis qu'Aulas va partir, mais bon. Peu importe. Il a enfin fini l'ère du copinage, peut-être, du management. Il faut savoir s'entourer des meilleurs. Et Jean-Michel Aulas, il est arrivé à un moment donné où sa vision un peu, alors vous allez me dire « Ah, punaise, t'es méchant, tu fais le parisianisme ». Non, sa vision provinciale des affaires, de s'entourer de copains, ce qui se fait pas du tout à Paris dans les affaires, hein, je vous le dis. S'entourer de copains pas forcément compétents, bah ça marche plus. Donc je pense que l'âge du capitaine a peut-être raison de Jean-Michel Aulas. Et peut-être qu'il est fatigué également. À un moment donné, il est mis devant ses responsabilités avec cette démission. Parce que c'est une démission. Qu'elle soit aujourd'hui ou qu'elle soit dans 5 mois, de toute façon, sa mission n'est plus tenable au directeur sportif. Donc vous vous retrouvez quand même avec la personne qui est directrice sportive qui dit « je vais partir dans 5 mois ». Comme je l'ai toujours dit. Bon, ça, moi, il l'a jamais dit, mais en tout cas, il a un CDI, il part. Et donc aujourd'hui, Aulas est mis devant ses responsabilités, devant ses propres failles. Alors je connais l'animal, il est tout à fait capable de se relever, Jean-Michel Aulas. S'il a envie de mettre le coup de collier, il peut le faire. Comme il l'a fait à de nombreuses reprises quand ça allait pas. Et je sais qu'il a tenté des choses avec Puel, il a tenté des choses avec Genesio, il a tenté des choses, il en a tenté beaucoup. Ça n'a pas forcément marché. Parce que je pense que son management sportif est éculé. Qu'on a changé d'air. D'ailleurs, comme le dit Florentino Pérez, on est une ère où il pense qu'il y a de plus en plus d'États souverains qui vont être propriétaires des clubs. Maintenant, ça va être aux joueurs de faire leur choix s'ils veulent jouer au PSG, à Manchester City ou au Real. C'est à eux maintenant de faire les choix. Voilà. Donc voilà, il a mis Aulas devant ses responsabilités. Maintenant, on est à l'heure de vérité. On est enfin à l'heure de vérité. Donc on va voir ce qui va se passer dans le club dans les mois à venir. Enfin, pour une fois, ça fait 13 ans qu'on attend l'heure de vérité. Au début, on peut tolérer quelques années. Maintenant, ça fait 13 ans, c'est trop long. On a laissé passer plein de talents comme Lisandro, comme Memphis, comme Paqueta. Ils vont tous partir. Nos jeunes de l'académie, ils partent les uns après les autres. Dès qu'ils ont un peu de valeur marchande, ils dégagent. Merci, tu t'es montré. On prend 3 millions, on prend 5 millions. On l'a fait avec Barre, qui, à mon avis, a de l'avenir en arrière-gauche. Cacré, on n'a pas réussi à le vendre parce que il est encore timide en termes de prestations, mais dès qu'il en a un petit peu, dès qu'un club va se pointer, on va le vendre. Ça va être pareil avec Ryan Cherki et on va se mordre les doigts, parce que s'il explose ailleurs, parce qu'il a tout pour exploser en termes de talent, maintenant je pense qu'il lui manque du mentorat, voilà. Et c'est pareil, en dehors de Govou, ça a été pareil quasiment sur tous les jeunes qu'on a sortis, Benzema, machin, on peut les sortir, hein, les gars, hein, voilà. Maintenant, voilà, il est mis face à ses responsabilités, et comme il y a un dernier point, il y a un ethnologue, enfin plutôt un psychosociologue du 19e siècle qui s'appelait Gustave Le Bon, qui a écrit un livre qui s'appelle La psychologie des foules. Et il disait en gros, il faut distinguer le fond et la forme. Donc le fond, c'est le talent, les compétences, la personnalité, et la forme, c'est le nom de Juninho. Voilà, le nom, toute la mythologie qui va autour. Et les Français, dans leur psychologie intrinsèque, alors c'est un peu faire un résumé, mais c'est un peu vrai, sont très sensibles aux paillettes et aux images. Hein, vous venez bien habillé à une soirée en costume 3 pièces, vous dites que vous gagnez 20 000 balles, tout le monde vous croit. Vous prenez le même mec qui débarque en t-shirt dégueu, il gagne 20 000 balles, il gagne en réalité 5 000 balles, tout le monde croit qu'il gagne le RSA. Les Français sont très très sensibles à la forme. Très sensibles. C'est notre culture, hein, c'est comme ça. Donc quand on ramène Juninho, quand j'entends les propos hier sur la chaîne de Thomas ou même à côté, « Ah mais Juninho c'est moyen ce qu'il a fait ». Non mais c'est pas moyen. Le mec il s'appellerait pas Juninho, il s'appellerait Zozo Lapin, il fait le même boulot, on dit qu'il est nul à chier. Mais comme il s'appelle Juninho, en fait, ouais, c'est moyen. Non mais attendez, à un moment donné, un mec qui ramène un coach, qui fait 11 journées, qui est lourdé, qui se prend la tête avec Garcia, et qui ramène un mec qui est un illusionniste de la théorie avec Peter Bosz, n'importe quel mec vous dit c'est quoi ce délire. En dehors de Paqueta et Guimarães qui a encore approuvé, son bilan, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Honnêtement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas moyen, c'est catastrophique le terme. Donc son départ, ça va
écopé d'une pierre dans le jardin de Jean-Michel Aulas, et là, cette pierre, elle est lourde à porter. Et là, Aulas, qui est un peu un guignol, mais guignol au sens malin, c'est un rusé, c'est un homme d'affaires. On va voir comment il va s'en sortir avec ça. Parce que maintenant, il a plus le choix. Là, la réalité, elle est là, elle est devant lui. Maintenant, on va voir, parce qu'il nous a enfumé pendant 10 ans à nous raconter de la merde sur le sportif, avec Gourcuff, avec machin et tout. Il nous enfume sur les mercatos. Ouais, je vous avais dit qu'on allait prendre Emerson, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, en fait, t'étais à la ramasse. On est en train de se laminer la gueule en championnat, donc t'as dû ramener Emerson. C'est ça, la réalité. Et il a vendu Barre parce qu'il n'y avait plus de pognon dans les caisses. C'est ça, les réalités, à un moment donné. Et ça, c'est tout le monde le sait. Donc il fait toujours des pirouettes cacahuètes pour retomber sur ses pieds, comme un chat qui tombe d'un immeuble. Mais à un moment donné, la réalité, elle est là. Et Juninho, il a eu le cran de dire stop. Même si c'est un involontaire, il a dit stop, c'est fini. Maintenant, le club, il y a trop de problèmes. Et je pense que son départ, c'est un peu comme Jésus quand il dit, voilà, je vais me faire crucifier sur la croix. C'est pour éclairer l'humanité. Et ben c'est pareil, Juninho, il est rédempteur. Il va peut-être poser une pierre définitive pour que ça change. Soit avec Aulas, soit avec quelqu'un d'autre derrière. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça a été un petit peu long. Mais c'était la chronique d'un échec annoncé, malheureusement. Voilà. Alors, je vais prendre des critiques, mais moi, c'est un avis. Malheureusement, vous pourrez dire ce que vous voulez. Juninho, il pouvait pas durer dans ce poste. Déjà, c'est déjà beau qu'il ait tenu 2 ans et demi. Bravo à lui. Mais c'est pas quelqu'un qui était fait pour ça. C'est pas le problème. Ça pourrait être un très bon entraîneur. Mais c'était à lui de réfléchir avant de dire oui. Je sais qu'il a dit oui, parce que des fois on vous demande, et Aulas sait séduire les gens. Il sait demander. C'est un excellent commercial, très bon communicant. Et il a dit oui, mais il aurait fallu voir avant qu'il vienne plusieurs fois voir l'état d'esprit du club, l'état d'esprit des joueurs avant de s'engager. On fait tous des erreurs. Hein. Ça n'empêche pas que Juninho est une personne qui est bonne dans le fond, je pense. Qui est quelqu'un qui connaît très bien le football, mais après la réalité du bureau et de la direction sportive, c'est complètement autre chose. Voilà. Voilà, j'espère que ça apportera un peu d'eau au débat. C'est pas grave, parce que dans la vie, rien n'est grave. Là où je suis un optimiste, allez, une note d'optimisme. Je pense que le club a une très belle structure, un très beau stade, et c'est l'un des derniers clubs en Europe aussi sain, avec des supporters quand même pacifiés, parce qu'il faut aussi les trouver, hein. C'est pas à Marseille que vous allez les trouver en l'occurrence. Je pense que si Jean-Michel Aulas vend son club, parce qu'à un moment donné, il faut dire stop, il vendra à des personnes intéressantes. Il aura le choix de l'investisseur. Donc on sera parti sur des belles années. Quand on dit ça va prendre plusieurs années, non, c'est pas vrai. Ça va très très vite. Vous savez, quand les Qataris ont débarqué au PSG en 2012, ils ont très vite construit une belle équipe. Hein. Très très vite. Hein. Marquinhos c'est venu très vite, Verratti c'est venu très vite, Sirigu c'est venu très vite. Les bons joueurs viennent très vite quand il y a un beau projet. Donc il faut rester optimiste. Allez l'OL, salut. Et voilà sur ces notes d'optimisme, je termine mon édito. Ciao ciao.